Big Data en France, c'est synonyme d'Analytics API. C'est pas ça. J'avais refait des slides là, juste à l'arrache avec la définition de Big Data dans Wikipédia, qui appelle ça méga données ou masse donnée, données masse en référence à la biomasse, un truc gigantesque. Un des événements qui m'avait un peu surpris, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2012, les dernières élections américaines, il y a un monsieur qui avait fait du machine learning et qui avait réussi à prédire les résultats des élections dans les différents États. Et les gens ont dit, le machine learning et le big data, c'est génial. Le monsieur, il a fait ça avec un jeu de données qui tient sur le feuille Excel, qui tient sur une disquette. C'est pas du big data, c'est du machine learning, c'est de l'analytics, c'est-à-dire, appelez ça comme vous voulez. Et moi, j'ai l'impression qu'en France, et dites-moi si je me trompe, le big data, c'est probablement ce que vous avez entendu, j'imagine, aujourd'hui, et ce que vous allez entendre au salon Big Data qu'il y a au mois de mars, auquel je vais, et apparemment que ça, c'est l'analytics. Moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est pas mon métier, l'analytics. Moi, je fais du NoSQL, je suis une base de données, je stocke des masses énormes de données. Le Big Data et le NoSQL, c'est arrivé à peu près au même moment. C'est arrivé au moment où Internet a explosé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé avec plein d'utilisateurs qui du coup produisent plein de données. Plein de données qui vont éventuellement sur les mêmes sites internet. À cette époque-là, quand il y avait plus de gens qui venaient sur votre base de données n'arrivait pas à suivre toute cette charge, toutes ces connexions, toutes ces écritures, c'est pas grave, j'achète un plus gros PC, je mets ma base de données sur le plus gros PC, j'achète plus de disques durs et comme ça c'est cool. Ça marche jusqu'à un certain point. Après ça coûte très cher. On va prendre l'exemple de Digitic par exemple. C'est rigolo, Digitic ils vendent des places de concert. On pourrait penser que la plupart du temps, une base de données standard, ça tient des milliers de tickets, vraiment de spectacles en tout cas. Et du coup, on pourrait dire une base de données normale, ça suffit. Sauf que, voilà, il y a un concert d'ACDC demain, les ventes sont en place à 10h. Donc à 10h, il y a 150 000 mecs qui se connectent en même temps sur la même base de données. Si vous avez un gros PC, c'est cool, mais il va pas tenir quand même. Et donc, c'est à ce moment-là, quand on a réussi à avoir ces besoins-là, de plus en plus de gens qui sont connectés, qui ont besoin d'accéder aux mêmes données en même temps, qu'on s'est dit, un petit problème, ça commence à coûter cher, il faut qu'on arrive à déplacer nos données, ce qu'on appelle en fait distribuer des données. Vous avez peut-être entendu parler de cluster, vous avez peut-être entendu parler de sharding, qui est un plus gros mot technique encore, qui dit je vais mettre une partie de ma base de données sur cet ordinateur-là, une partie sur celui-là, une partie sur celui-là. Et du coup, le NoSQL, c'est comme ça que c'est arrivé. À partir du moment où on est arrivé sur je prends ma base de données qui tient sur un gros PC, et je la partage sur plein de petits PC, comme ça j'ai plus de flux réseau, j'ai plus de disques durs, et je peux surtout tenir les 120 000 mecs qui se connectent en même temps pour prendre la même base de concert. Donc globalement, on peut dire que le NoSQL, ça vient. Vous voyez présentement la définition de Big Data par Wikipédia. Grosses données, méga données massives, on parle de volume. Donc c'est à partir du moment où les gens ont eu besoin de tenir cette quantité de données qu'est apparu le NoSQL, qui est la catégorie de SQL à laquelle Couchbase appartient. La base de données éditée par la boîte pour laquelle je bosse. Voilà, ce petit schéma représente assez bien ce que je vous expliquais avec Digitic. Plus de données, plus d'utilisateurs, plus d'interactions, ce qui est quelque chose de vachement important aussi, et qu'on ne voit pas forcément sur l'aspect BI. Sur l'aspect BI, on a récupéré plein de logs, plein de données, et puis on fait passer des pages dessus, on fait passer des trucs, on consolide, et on en fait quelque chose. Ça c'est cool, c'est de la donnée qui dort pépère sur un disque dur, et voilà, c'est sympa, elle est là, elle n'augmente pas. C'est chouette. Avec Internet, on reprend n'importe quel exemple où vous, utilisateur d'Internet et créateur de contenu, le côté interactif des applications rentre en compte tout de suite parce que ça veut dire qu'il y a un flux de données et à un moment donné, il va falloir faire ce qu'on appelle du streaming, gérer le flux en continu. On va dire que j'ai une capacité de traitement de X données et je produis Y données en une journée, je me retrouve un petit peu embêté parce que j'arriverai pas à traiter les données assez vite. Donc il va falloir mettre en place éventuellement des chaînes de streaming qui peuvent prendre les données comme elles arrivent. Voilà, le SQL, c'est un peu à cause de ça. C'est parce que vous êtes tous devenus connectés à Internet, vous êtes tous producteurs de contenu, vous êtes tous de plus en plus producteurs de contenu. Je peux faire une petite dégression sur l'Internet des objets ou sur des mobiles. Vous imaginez la quantité d'appareils connectés qui vont produire des données? Il y a des trucs vachement à la mode en ce moment, les bracelets comme le Fitbit qui prennent votre rythme cardiaque, qui le mettent sur votre téléphone, qui l'emmènent ensuite sur le serveur. Capture de température, des stations météo. En fait, en ce moment, l'Internet des objets, c'est beaucoup ça.
capture de température, des stations météo. En fait, en ce moment, l'Internet des objets, c'est beaucoup ça. Vous imaginez la quantité de données que ça fait? À un moment donné, la Chine, l'Afrique, tout le monde va se réveiller, ça va faire encore plus de données. Bref, le NoSQL n'est pas prêt de partir et le volume de données va continuer d'augmenter. On est vraiment dans le big data et le big data est là pour rester. Alors ça, c'est un petit schéma qui explique pourquoi le NoSQL. C'est un peu ce que je disais au début. Avant, on avait une architecture assez simple, client-serveur. Tout le monde se connecte à mon site. Ma base de données, elle est sur un PC. Il y a plus de personnes qui se connectent sur mon site. Je prends un plus gros PC. Ça paraît assez simple, c'est cool. Ça tient jusqu'à plusieurs milliers d'utilisateurs. C'était globalement, et c'est toujours le cas sur certains types d'applications. Et avec l'Internet, avec le cloud, et l'élasticité que ça représente en termes de machines, de ressources, on a donc changé notre fusil d'épaule et c'est comme ça qu'on a adopté de plus en plus ces bases de données NoSQL, ces bases de données distribuées, qui vous permettent du coup de à la fois supporter de plus en plus de gens qui veulent lire vos données et surtout de plus en plus d'appareils ou de gens qui vont écrire des données sur ces bases, qui est très important aussi. Si NoSQL et Cloud sont apparus en même temps, c'est pas complètement par hasard effectivement, c'est-à-dire qu'on avait besoin de pouvoir ajouter des machines au fur et à mesure, et le cloud, des gens comme Amazon, comme OVH, comme Google Compute Engine, c'est des gens qui vous permettent de faire ça, de rajouter de plus en plus de ressources sur votre cloud. Ça c'est un peu plus dev. Alors je vais parler pourquoi le NoSQL ça parle aussi un petit peu aux développeurs. Traditionnellement le SQL c'est une base relationnelle, donc il y a des tables, des colonnes. Jusque là tout va bien. Ces tables et ces colonnes sont prédéfinies. Quand vous savez les données qui vont arriver dans votre base de données, c'est très bien. Je sais que je vais recevoir telle donnée, je vais la ranger en telle colonne, c'est super, ça marche. Quand vous avez de plus en plus justement d'objets connectés, qu'on voit du coup des données différentes, structurées différemment, à un moment donné, le modèle relationnel, assez compliqué, vous allez faire quoi? Vous allez créer une table et des colonnes par type de données que vous avez. La réponse est, alors, si vous êtes courageux, faites-le, bonne chance. L'approche documentaire, un peu une base de données NoSQL document, est un peu plus adaptée. Là où NoSQL normalise tout, c'est-à-dire on range tout sous forme de colonnes. En NoSQL, c'est un peu l'inverse, on dénormalise tout, on range tout dans des documents JSON que par exemple Philippe vous a montré tout à l'heure dans Elasticsearch. Et ça plaît aux développeurs. Le développeur, il est content. J'arrête avec l'histoire des développeurs. Maintenant, je vais parler aux administrateurs, aux ops et à toute cette population-là. Donc un des premiers problèmes que ça essaie de régler, c'est cette quantité de données que vous avez qui augmente tout le temps. La quantité de données qui augmente tout le temps, il faut que ce soit facile de rajouter des briques pour pouvoir continuer à gérer de plus en plus de données. Et donc l'idée des bases de SQL et de CalcBase en particulier, c'est que ce soit super facile de rajouter de la puissance, de la capacité à votre cluster, c'est-à-dire votre base de données distribuée sur plusieurs ordinateurs, pour pouvoir garder et ingérer de plus en plus de données. Donc ça c'est un des gros aspects du NoSQL, le fait que ça puisse... Alors c'est un peu une tannée à traduire, donc je ne vais pas le traduire, que ça puisse scaler. Scale, c'est l'échelle, c'est que ça puisse augmenter au fur et à mesure de vos besoins. On va prendre, moi j'ai un client que j'aime bien, c'est Amadeus. Amadeus, c'est quand vous cherchez un vol d'avion sur Kayak ou sur n'importe quel site web. C'est eux qui ont la grosse centrale intelligente qui calcule tous les vols possibles et tous les prix mondial. Ça veut dire que Amadeus ne dort pas. J'ai déjà vu des sites en France où vous vous connectez et vous dites « Ah non, ce service-là n'est disponible que de 8h du matin à 20h. » Ça ne fait aucun sens. C'est une machine qui devrait être disponible tout le temps. L'idée, c'est de se dire je vais me garder toute la nuit pour réparer le truc si ça ne marche pas. Amadeus, ils ne peuvent pas se permettre ça. Amadeus, c'est 99,999% de disponibilité. Ça veut dire qu'ils peuvent être down, ils peuvent éteindre leur base de données maximum. Donc c'est 1 ou 2 heures par an. C'est ridicule. Un des gros aspects aussi importants des bases NoSQL, c'est de pouvoir ne jamais s'éteindre. En fait, quand il y a une nouvelle version qui arrive, comme vous avez vos données qui sont sur plusieurs ordinateurs et qui sont sauvegardées en même temps sur chaque autre ordinateur, vous prenez un ordinateur, vous l'enlevez, là votre cluster, votre base de données fait « Ah, on a perdu quelqu'un, c'est pas grave, on avait ces données sauvegardées sur les autres disques, on va les rendre disponibles. » Vous mettez à jour l'ordinateur que vous avez enlevé, vous le remettez dans le cluster, là le cluster il fait « Ah super, on a un nouveau nœud qui est monté, on va pouvoir redistribuer les données qu'on avait récupérées avant. » Et ça, c'est ce qui vous permet d'avoir une infrastructure résiliente
est disponible H24.